tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya ba koko 00243, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez bien réfléchi de nous suivre en ce mercredi, une journée que vous avez beaucoup attendue pour cette grande émission 00243. Voilà, nous sommes encore là aujourd'hui pour d'autres questions d'actualité. Vous le savez déjà, cette émission est en train de décortiquer l'actualité en République démocratique du Congo. Nous essayons de parler de notre propre pays avant que d'autres n'en parlent. C'est comme ça que nous entendons presque dans tous les domaines. Plus la politique nous inquiète parce que, vous le savez vous-même, de ces derniers temps, tout le monde veut faire la politique, tout le monde s'intéresse à la politique. C'est la politique qui rythme la marche même du pays. C'est comme ça que nous parlons plus politique dans 00243. Comme vous le savez, l'émission ne se passe jamais en solo. Je dois devoir vous présenter un leader d'opinion que j'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau. Il s'agit de Viviane Massengo. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Madame, vous allez bien? Je vais bien, merci à vous. Oui, ça va aussi très bien. C'est un plaisir pour nous de vous savoir ou de vous voir, de vous recevoir sur ce plateau de 00243. Merci, le plaisir est partagé et je salue tous les spectateurs et je profite pour leur présenter aussi mes voeux le meilleur pour cette année 2022 qui pointe à l'horizon. Voilà, merci. C'est avec Madame Viviane Massengo que nous allons devoir décortiquer l'actualité en République démocratique du Congo. Certes, il y en a un certain nombre, mais nous ne saurons pas épuiser toute la matière parce que l'actualité, vraiment, il y en a en abondance en République démocratique du Congo. Nous avons sélectionné quelques-unes. Voilà, si le temps pourrait nous permettre, on va essayer de balayer. Mais ce que nous vous assurons, c'est que nous allons entrer en détail. Nous allons analyser certaines questions d'actualité. Vous avez sans doute d'autres questions. Le président de la République a fait une descente dans le Grand Kasaï. La tournée fait beaucoup de bruit, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive et nous allons essayer d'en parler ici dans cette émission. Nous vous parlerons également de l'État congolais. Il y en a qui pensent que l'État est en train de perdre son pouvoir. On va essayer d'analyser aussi cette question parce qu'il y a beaucoup de réalités qui prouvent à suffisance que l'État est en train de perdre un tout petit peu son pouvoir. Voilà, Madame Viviane, l'opinion voudrait savoir à qui ils ont affaire. On a parlé juste de nom et prénom, mais on aimerait découvrir un peu votre casquette. Question de se fixer sur la personne à qui l'opinion a affaire ce soir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, c'est Madame Viviane Massengo. Je suis premièrement femme ménagère, c'est-à-dire que je suis femme au foyer. Je suis mère de famille, je suis une femme mariée, mère de plusieurs enfants. En dehors de ça, je suis entrepreneur. J'entreprends dans plusieurs domaines. Et en dehors de ça, comme ce soir vous avez dit plus en parlant politique, alors je voulais plus à ce point-là me présenter plus du point de vue politique. Je suis présidente interfédérale pour le Haut-Katanga du parti politique Mouvement des Congolais Unis, en sigle MCU, le parti cher aux camarades que nous appelons affectueusement Mwana Bitinda Yaba Congolais, les camarades Jean-Paul Tchouvila Ilunga
c'est lui qui est bel et bien l'autorité morale de notre parti politique MCU que nous représentons ici en province. Voilà, c'est plus sous cette casquette-là que nous allons devoir vous prendre, puisque déjà vous comprenez que c'est un leader d'opinion, c'est un leader d'opinion, et nous allons parler de la politique. D'abord, comment le mouvement de votre parti, comment il se porte? Ok, notre parti politique MCU se porte à merveille, bien que c'est un nouveau parti Tout à que fait. nous sommes encore à la phase d'implantation à travers la province du Haut-Katanga, là où nous avons la charge. Euh, Nous sommes jusque-là implantés déjà à Lubumbashi, sur la ville de Lubumbashi. Notre siège est à Makiomeno, je pense que beaucoup connaissent. En dehors de Lubumbashi, nous sommes déjà à Kipushi, nous sommes à Kasumbalesa, nous sommes à Likasi, à Puito, à Kasenga, et nous sommes en train de continuer avec le travail de l'implantation. Et à travers la République, MCU est déjà implanté un peu partout, dans plus d'une vingtaine de provinces, et nous sommes en train de courir derrière le temps parce que comme nous n'avons plus assez de temps, et comme vous le savez, comme je disais d'entrée de jeu, que c'est un jeune parti politique qui est né en 2018 et qui a reçu son agrément juste après les élections de 2018, c'est-à-dire au mois de mai 2019, ce qui fait que c'est encore un jeune parti. Les élections de 2023, c'est là nos premières élections pour MCU, ce qui fait que ce sont les élections que nous attendons vraiment à pied ferme et nous ne voulons pas à un seul moment louper cela ou bien parler d'un certain glissement, c'est-à-dire que nous les attendons, nous voulons que ça puisse se réaliser au temps opportun et à l'échéance déjà déterminée. Et en fait, notre parti se porte à merveille, c'est-à-dire que nous sommes en plein travail d'implantation pour que, aux élections qui sont les premières pour notre parti politique MCU, pour que nous puissions présenter les candidats à tous les niveaux. Présenter les candidats à tous les niveaux, mais je rappelle ici que MCU, Mouvement des Congolais Unis, soutient la vision du chef de l'État. Certainement, certainement. Donc, MCU, à un mouvement... moment, vous allez diverger les Non, pas opinions. du tout, pas du tout. Nous sommes dans l'union sacrée, c'est-à-dire que nous soutenons la vision du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Nous sommes en train de soutenir, soutenons sa vision, les promesses qu'il a données au peuple congolais, les programmes qu'il a donnés pour son quinquennat, le premier quinquennat, ce qui fait que nous sommes en train de suivre pas à pas en étant dans l'union sacrée qui est un état d'esprit, la vision du chef de l'État. Si il arrivait à concrétiser cela, ça serait vraiment une bonne chose. Ce qui fait que nous sommes là comme des sentinelles, comme je disais tantôt, nous sommes Banabitinda, c'est-à-dire que nous sommes là au service du peuple congolais pour que nous puissions suivre de près tout ce que le chef de l'État a promis dans son programme, qu'il puisse les réaliser. Voilà tout ce que le chef de l'État a promis qui puisse se réaliser. Madame Viviane, avant qu'on entre dans le détail, à un moment on vous a vu aux côtés de Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, je savais que cette question allait revenir dans cette émission, parce que je me rappelle la dernière fois que je suis passé dans l'émission 00243, c'est quand j'étais encore de l'autre côté à l'UNC. Oui, j'étais à l'UNC, je suis parti de là, ça fait presque 7 mois maintenant que je suis parti de l'UNC. C'est juste par conviction personnelle que je suis parti de là et j'ai démissionné. Maintenant, je suis à MCU. Voilà, merci. On n'entre pas en détail. Vraiment. Nous parlons maintenant de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que vous soutenez, que votre parti soutient. Comment vous évaluez ce régime avec des projets que la plupart des Congolais ont salués, mais qui traînent à se matérialiser? Comment vous évaluez? Certainement, jusque-là, d'aucuns l'ignorent, parce que nous tous, nous vivons dans notre beau et grand pays, le Congo. Nous sommes en train de vivre. Quand même, il y a un changement, un net changement qui peut être constaté, bien que ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, comme nous aussi, nous étions à l'opposition hier, ils voient toujours tout en noir, ce qui n'est pas aussi bon. Et quand on est politicien, quand on est analyste, parfois, il faudrait aussi analyser positivement si c'est positif. Il ne faudrait pas toujours voir tout en noir, même si c'est blanc. Alors, il y a quand même
cette volonté-là nette de changer les choses. Et nous voyons aussi cela dans beaucoup de domaines. Nous avons vu déjà ces changements-là qui se pointent à l'horizon. Mais au fait, le chef de l'État, vous savez qu'il doit toujours travailler avec des collaborateurs. Il doit toujours travailler avec les gens qui sont à ses côtés parce qu'il ne peut pas travailler seul. La République est si vaste, il y a beaucoup de domaines que lui seul ne peut pas maîtriser et lui seul ne peut pas être partout au même moment et au même instant. Alors que la République doit être gérée au quotidien. Alors il a ses collaborateurs ainsi un peu partout. Je pense que si vous posez cette question-là, vous êtes en train d'illustrer la situation qui s'est passée dans le Grand Kasaï. Le chef de l'État lui-même est dessus et même les peuples autochtones étaient dessus. À sa descente dans les grands Kasaï, oui. il a trouvé que tout ce que lui pensait qu'il devrait être réalisé n'est pas réalisé jusque-là. Beaucoup ne l'ont pas rendu un bon service. Alors lui-même, je pense que comme il est déjà rentré dans la capitale, et je pense qu'il pourra prendre des mesures qui pourront faire que chacun de ses collaborateurs qui n'a pas bien effectué son travail, qui ne s'est pas bien acquitté de sa mission, parce que vous avez vu par exemple, nous prenons l'exemple du projet Tchilégelou, qui est totalement un échec. Oui, Les chefs de l'État s'attendaient à quelque chose de grand, quand même il descendait, il savait qu'il devrait déjà y avoir quelque chose que lui-même avait projeté de faire, qui n'est pas réalisé. Ce n'est pas la première fois, vous avez vu aussi avec le projet de 100 jours, ce qui est arrivé, ce qui a même... ce qui a même fait qu'il y a certains de ses collaborateurs qui se sont retrouvés en prison. Notamment Vital Kamerhe. Oui, entre guillemets, vous voyez un peu. Mais voilà que ça continue. Moi, je pense que le chef de l'État est vraiment mal entouré et les gens qui sont à ses côtés ne sont pas là pour l'aider comme il le faut. Ils ne sont pas vraiment dans sa vision. Jusque-là, ils n'arrivent pas à intérioriser la vision du chef de l'État. Qu'est-ce que lui veut? Qu'est-ce qu'il veut de ce Congo? Parce que comme vous le savez très bien, la vision du chef de l'État dans tout ce qu'il a résumé comme programme, tout ce qu'il a donné comme promesse au peuple congolais, c'est le peuple d'abord. C'est-à-dire que tout devrait faire pour le bien-être du peuple congolais. C'est-à-dire que le Congolais, c'est-à-dire que la personne du Congolais devrait se retrouver dans tous les secteurs de la vie, au milieu de tout, et tout devrait être pour son bien-être. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que le président de la République, comme nous lui demandons toujours, il a vu lui-même, il a palpé du doigt, il faudrait que tous ces gens-là répondent de leurs actes devant la justice. Ils doivent être entendus, ils doivent être jugés de leurs actes et ils doivent restituer l'argent du contribuable congolais. Parce que l'argent qui était engagé dans tous ces projets, ce n'est pas l'argent du chef de l'État, c'est l'argent du contribuable congolais, les souverains primaires. Que nous descendons toujours, quand parfois le moment de campagne, nous descendons par-ci, par-là dans les rues. Voilà, moi je suis là pour le peuple, je suis là pour le peuple, je défends ceci et cela. Mais au fond, quand vous retrouvez maintenant là où vous êtes à un poste de prise de décision, que vous devez maintenant servir le peuple dont vous étiez en train de parler, travailler pour ce peuple-là, vous devez faire mieux pour que le peuple puisse se retrouver. Mais là, ce sont leurs propres poches. Ça, ce sont les propres ventres de ces gens-là. Ils doivent d'abord se retrouver eux-mêmes. Nous avons vu le cas d'un conseiller du président de la République. Nous ne voulons pas citer les noms. Vraiment, c'est honteux. Ça défraye la chronique. Et vraiment, ça ne devrait pas se passer de cette façon-là. Pour quelle bâtisse 14 millions de dollars déboursés et ils n'ont même pas froid aux yeux. Et ça fait très mal, monsieur le journaliste. Même le peuple congolais qui est en train de nous suivre ce soir, en tout cas, nous tous, nous sommes vraiment touchés par cette situation. Ce qui fait que nous demandons au chef de l'État qu'il puisse vraiment remettre chaque personne à sa place et que chacun puisse répondre de ses actes et qu'il restitue, ces gens-là restituent l'argent du contribuable congolais. Voilà, madame. Il ne doit pas laisser ça impuni. Il ne doit pas laisser ça impuni, ce qui est vrai. Est-ce que c'est le moment vraiment? N'est-ce pas, il devrait déjà y avoir de suivi, au lieu qu'il soit surpris comme ça a été le cas, il devrait y avoir une commission de suivi qui devrait faire le suivi et lui donner les rapports. Donc moi je pense qu'il y a un problème aussi de communication. Non, effectivement, je pense, monsieur le journaliste, même tout le peuple congolais peuvent aussi penser de la même façon que moi, et ça ne m'engage que moi. Moi je pense que le chef de l'État avait un suivi.
Il y avait de suivi par rapport à ça, mais vous comprenez que là, il y a une complicité. Parce que j'ai suivi dernièrement le responsable de FPI au niveau du Kasaï défendre les conseillers du chef de l'État. Il a dit que non, c'est l'argent qui était... Mais il n'a pas cité les montants. Il parlait que non, ça a été exécuté comme il le fallait, il n'y a pas eu de détournement. Lui, il a nié, il a rejeté en bloc le projet de 14 millions. Vous sentez qu'il y a complicité. Il y a complicité, ce qui fait que le président de la République doit ouvrir l'œil et les bons, parce qu'il ne reste que 2 ans. Il doit corriger les bévies, il doit corriger les erreurs qui ont été commises sous son mandat, pour qu'en 2023, qu'il puisse donner un bilan de son premier quinquennat et qu'il puisse aussi avoir un discours. Qu'est-ce qu'il pourra dire au peuple congolais en 2023, aussi longtemps que tout ce qui a été donné comme promesse n'est pas concrétisé? Vous voyez un peu, monsieur le journaliste, il y a eu suivi, mais il y a un problème de complicité, c'est-à-dire que tous ces gens-là sont là, mais ils n'aident pas le chef de l'État. Voilà, cependant, il y a aussi une certaine opinion qui pense, avec surtout cette récente descente du chef de l'État dans le Grand Kasaï, tout ce qu'il a dit, je ne pense pas qu'il a vraiment été surpris. Puisque bien avant cela, bien avant le discours qu'il a tenu dans le Grand Kasaï, où il a manifesté sa déception, son indignation, mais on l'a encore suivi dans le dernier discours sur l'état de la nation. On a senti un président qui est en train de rejeter la faute sur ses collaborateurs. C'est que vous avez aussi renchéri, mais ne pensez-vous pas que c'est un prétexte? Il veut se laver au détriment de ses collaborateurs? Pas du tout, pas du tout. Je ne pense pas qu'il puisse être en train de rejeter la faute à d'autres personnes ou bien c'est la vie. Puisque la population ne reconnaît que lui. Certainement. Ce sont ses accompagnateurs. C'est lui le garant de la nation et c'est lui le répondant. C'est lui le premier répondant, c'est lui qui est à la tête de la nation, c'est lui le garant des fonctionnements de toutes les institutions de la République. Vous voyez, tout ne peut reposer que sur lui. Mais je pense que cette fois-ci, comme il a palpé du doigt, parce que d'abord nous avons parlé du projet des 100 jours, qui était encore un fiasco, qui n'a pas réussi tout à fait, parce que si vous partez aujourd'hui sur la ville de Kinshasa, les routes qui ont été promises ne sont pas réalisées comme il le fallait, les sautes de moutons, tout ça, les maisons pour le militaire, tout ça, ça n'a pas été réalisé comme ça a été prévu. Alors je pense que cette fois-ci, le président de la République ne peut pas aussi venir devant le peuple pour leur dire tout ce qu'il a pris peut-être comme précaution par rapport à l'avenir. Tout à fait. Oui, alors il ne peut que promettre une fois de plus pour faire mieux. Alors ce que nous voulons, comme il a promis de faire mieux cette année 2022, comme lui-même l'a dit, c'est l'année du social. Oui, avec le projet là de 125 et 145 territoires, et qu'il a le programme qu'il vient encore de donner. Je pense que cette fois-ci, il pourra bien choisir les gens qui pourront l'accompagner pour l'accomplissement de ce programme. Et je pense que cette fois-ci-là, peut-être, il ne pourra pas encore faire un faux pas. Et nous tenons à ce que les gens qui sont tout autour du chef de l'État, qui puissent réellement l'aider, qui puissent réellement aider cette population. Parce que nous sortons d'un régime là où tout était presque par terre. Vous connaissez vous-même dans quel contexte le chef de l'État actuel a pris le pouvoir. Il s'est retrouvé n'ayant pas de majorité, il fallait avoir la majorité. Il a travaillé pendant plus de 2 ans en n'ayant pas les mains libres. Il fallait du temps et il fallait mettre fin à ces mariages, ces fameux mariages FCC-Cash, qui a posé beaucoup de problèmes. Vous-même, vous le connaissez. Et moi, je pense que c'est maintenant là qu'il commence à travailler. C'est maintenant là qu'il commence à travailler. Et je pense que comme il nous reste presque 2 ans, et le chef de l'État, c'est le pouvoir en place, parce que le chef ne travaille pas seul. Il y a des collaborateurs, il y a la décentralisation aussi. Parce que la gestion du chef de l'État devrait aussi se répercuter même dans les provinces. Tout à fait. Madame Viviane, avant qu'on en arrive, quand le chef de l'État doit maintenant mettre en place
peut-être avec le projet là pour relever les territoires, les 145 territoires, donc d'autres projets qu'il est en train d'initier. Ne voyez-vous pas que c'est un réveil qui est un peu tardif? Parce qu'il ne lui reste que 2 ans. Le réveil est un peu tardif, les gens sont en train de compter, les réalisations ne sont pas vraiment escomptées. Non, pas du tout, monsieur le journaliste, pas du tout. Nous ne pouvons pas... Puisqu'il ne reste que 2 ans. Non, non, même s'il ne reste que 2 ans, la gestion d'un pays n'est pas comme la gestion de sa propre maison. C'est-à-dire qu'il y a une continuité dans la gestion de la République. Alors, ce qui fait que si aujourd'hui le président Félix n'est pas là, et peut-être parce que nous souhaitons à ce qu'il puisse avoir un deuxième mandat, pour qu'il puisse continuer sa vision et la réaliser comme il faut, parce qu'à ce moment-là, il pourra commencer un nouveau mandat que lui-même sera le seul répondant. Parce que le mandat actuel, c'est un mandat qui était partagé quelque part. Tout à fait. Qui était partagé avec FCC parce qu'il n'a pas dirigé seul, avec sa famille politique seule. Il a pu diriger avec le régime sortant, ils ont dirigé ensemble. Ce qui fait que nous pouvons compter que le président actuel, le président Fachi, a commencé à travailler après le mariage d'FCC Cash. Alors, ce qui fait que même si en 2023, il n'est pas reconduit pour un second mandat, le président qui pourra venir, il pourra aussi prendre la gestion du pays là où il a laissé et pour continuer. Et quelque part aussi, on pourra toujours compter, on pourra toujours voir dans son acquis qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, et ça sera une continuité. Mais par rapport à ce qu'il a déjà fait, nous avons vu quand même cette volonté-là manifeste, déjà de faire quelque chose, vous l'avez senti, vous l'avez vu. Il y a baisse des billets d'avion, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a beaucoup de choses que nous pouvons compter quand même. Voilà, il y a beaucoup de choses. Effectivement. Et moi, je pense que s'il devrait vraiment commencer depuis le début, mais voilà, avec ce que vous venez d'évoquer, le mariage FCC Cash qui aurait aussi empêché la réalisation de beaucoup de choses. Mais cependant, une autre question, si pas qu'on s'y attelle, mais je voudrais que vous puissiez aussi émettre un avis plutôt, puisque la question fait débat. Lors de son discours dans le Grand Kasaï, d'ailleurs c'était la dernière visite qu'elle a effectuée dans le Sankourou, le président s'exprime en lingala et en s'exprimant, il dit que nous ne sommes pas au pays pour voler, parce que dans ce pays, il n'y a rien à voler. Et d'ailleurs, le pays est déjà par terre. Il a utilisé le terme « Mboka isi Koufa ». C'est le mot qui a fait beaucoup de bruit dans les médias sociaux. « Mboka isi Koufa ». Comment vous pouvez analyser ou comment vous avez compris le message du chef de l'État en parlant de Mboka et Koufa? Si je veux bien comprendre le chef de l'État, selon l'analyse que j'ai pu faire personnellement, il voulait plutôt parler de Mboka. Il est à Koutanisha Ishakufuaka, Ishakualabikaka. C'est-à-dire qu'il a trouvé les pays, il y a Kufua, Ishakualabika. Njo qu'il est retafuta kusema. Ce n'est pas que, pas la nasema que Mboke Kufi, c'est-à-dire qu'il nasema que inakufa pas. Arikutanisha déjà Ishakufuaka. C'est-à-dire que pas l'enjoi qu'on a quasi, il y a qu'on relever. Parce que comme je disais tantôt là, dans quel état ce régime actuel a trouvé ce pays? Dans quel état le régime qui était là avant, qui a fait plus de 15 ans au pouvoir, a laissé ce pays? Vous connaissez vous-même. C'est-à-dire qu'il n'a voulu que dire que nous avons trouvé ce pays déjà mort. Et nous devons maintenant travailler pour le relever. Pour le relever. Voilà, pour relever le pays, chers internautes, inutile d'enflammer un peu, d'enflammer la situation. En tant qu'analystes, essayons de voir les choses, comprenons peut-être de manière objective ce qui a été dit par le chef de l'État. Et voilà, déjà, Madame Viviane vient de donner son appréhension à elle, qui pourra dissiper aussi malentendu, parce qu'elle est leader d'opinion. Elle ne le dit pas en tant qu'individu simple, c'est un leader d'opinion que nous recevons ici sur le plateau. Madame Viviane, je voudrais qu'on parle d'une situation dans la République tout entière. On va descendre même dans les provinces, notamment ici à Lubumbashi et dans la province du Haut-Katanga. Nous avons vu le phénomène marché pirate qui ne finit pas.
avec toutes les stratégies que le pouvoir municipal est en train d'utiliser, mais le marché pirate, on n'en finit pas. On voit des tracasseries policières qui ne finissent pas. On regarde le civisme routier dans les chauffeurs, il n'y en a pas. Le feu rouge n'est pas respecté, il n'y a aucun respect de code. Mais il y en a qui pensent que c'est l'État qui a perdu son pouvoir. Donc l'État a vraiment perdu son poids. Que diriez-vous de cette analyse-là? Vraiment, cette situation que vous venez d'épingler là, c'est une réalité. C'est une réalité dans le sens que nous sommes plusieurs conducteurs d'automobiles sur la chaussée, sur la voie publique. Nous voyons ce qui se passe. Actuellement, il y a ces gens aussi que vous n'avez pas évoqués, le conducteur de moto. Et ça aussi. Ce sont aussi des gens qui actuellement, ça laisse à désirer. Tout à fait. Alors dire que l'État est en train de perdre son autorité ou bien a perdu son autorité, là, ça serait aussi pas du tout vrai. Parce que l'État est là. Parce que c'est l'État qui devrait normalement redresser actuellement, les choses. le problème, c'est quoi? Vous sentez avec le régime actuel, comme c'est un démocrate qui est à la tête du pays, il y a beaucoup de choses qui parfois sont... les garants de la nation ont voulu que ça soit, qu'il y ait quand même un peu de tolérance. Mais vous trouvez que cette tolérance-là commence à avoir des déviations. Tout à fait. Il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de déviations, ce qui n'est plus beau à vivre. Tout à fait. Au fait, si vous vous rappelez très bien, le président de la République avait même mis en place une commission de changement de mentalité. Vous vous rappelez à l'époque? On ne sait même pas où cette commission, par où elle est passée. C'est ça le problème. Oui. Quand les chefs de l'État étant les garants de la nation, quand ils émettent une vision, une idée, ils donnent un ton, faisons ceci, cela. Il y a ces collaborateurs qui doivent relayer cela, qui doivent aider les chefs de l'État pour que cette vision se concrétise. L'idée qu'il a donnée, les tons qu'il a donnés, que cela puisse aller de l'avant, se matérialiser et que ça puisse se concrétiser. Ce n'est pas les chefs de l'État qui aujourd'hui doivent être derrière tout le gouverneur, tout le maire des villes, tous les bourgmestres pour leur dire ce qu'ils doivent faire. N'oubliez pas que nous sommes dans une décentralisation. Tout à fait. Alors, cette décentralisation, chacun devrait travailler dans son entité pour qu'il puisse un peu mettre de l'ordre. Et moi, je me dis toujours, parfois, pour ne pas toujours parler de moi, que ces pays, la République démocratique du Congo, il ne fallait pas aussi beaucoup de la démocratie. Il fallait un peu de la dictature. Là, ça ne m'engage que moi. La dictature, déjà, on est en train de taxer de ce régime de dictateur. Non, non, ce n'est pas un régime dictateur. Aujourd'hui, les gens peuvent marcher. Ils peuvent manifester librement. Il y a la libre expression. À l'époque, il suffisait que vous soyez à l'opposition, vous passez dans une émission à la télé et que vous critiquez ou vous parlez contre les régimes en place. Et après cela, attendez-vous que vous serez enlevé de chez vous. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Alors, monsieur le journaliste, il y a de la démocratie. Et cette démocratie-là, les gens commencent à prendre, là, ça devient comme de l'anarchie. Tout à fait. Ce qui ne devait pas être le cas. Alors, il y a encore un grand travail. Le gouvernement en place qui est avec le président de la République a du pain sur la planche, a un grand travail à faire pour relayer ces phénomènes. Parce que ça ne se vit pas qu'ici à Lubumbashi. C'est presque partout à travers toute la République. Il y a un désordre. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Vraiment, alors, le désordre est tellement organisé qu'on sent que c'est sous l'œil impuissant des autorités. Il ne faut pas citer que le président, mais il a un relais dans la province, il a un relais dans les communes. Mais on sent qu'ils sont vraiment insensibles, les automobilistes. Ils mettent le prix des transports chacun à son gré. C'est ce que moi je pense que c'est le pouvoir qui est en train d'être faible. Actuellement, avec le problème de hausse de prix des transports, vous le savez vous-même, nous sommes dans la ville de Lubumbashi, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, vous et nous, et même les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Ça dit qu'il y a un problème de carburant. C'est que nous demandons, je voulais profiter de cette occasion, pour demander à ce que le gouvernement
puisse trouver solution à cette situation. Soit permettre à ce que les vendeurs de quoi, les gens, ceux qui travaillent dans le secteur de l'hydrocarbure, Oui. qui puissent revoir le prix de la vente d'un litre de gasoil ou bien d'essence ou de pétrole à la station, soit revoir le prix, qui puissent, les gouvernements et notre ministère de l'économie, tant provincial que national, qui puissent se mettre ensemble avec les commerçants, qui puissent voir comment ils peuvent fixer le prix d'un litre à la station. Parce que si le prix est fixé et qu'ils peuvent faciliter l'entrée de cette matière, qui est une matière vraiment très capitale, très importante, indispensable, parce qu'actuellement aujourd'hui, si nous n'avons pas de carburant, vous n'allez pas vous déplacer. Nous ne pouvons pas nous déplacer aujourd'hui pour venir dans votre studio. Nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller travailler. Les élèves n'iront pas à l'école, les enseignants non plus n'iront pas enseigner. Les médecins n'iront pas à l'hôpital pour traiter les malades. Ça sera vraiment très compliqué. Parce qu'on ne sait pas se déplacer à bord d'un vélo. Nous avons de véhicules, des automobiles qui se déplacent avec du carburant. Avec cette ville qui est devenue trop vaste. Alors, vous voyez un peu ce qui fait que nous nous interpellons, en passant par cette inquiétude, nous interpellons vraiment parce que ça sévit à travers toute la ville de Lubumbashi. Je ne sais pas, j'ai suivi aussi Radio Okapi, on a parlé du même cas aussi du côté de l'est du pays. Ce qui fait que c'est un cas qui n'est pas vraiment seulement dans le Haut-Katanga. C'est pourquoi nous demandons le ministère de l'économie au niveau national s'il peut se mettre ensemble avec le ministère au niveau provincial, essayer aussi de parler avec la FEC, avec tous les commerçants, les opérateurs économiques, dans le secteur pétrolier. Oui, dans le secteur pétrolier, qu'ils puissent voir comment fixer le prix du carburant. Et pour que ça puisse aussi profiter à la population, que ça ne soit pas trop exorbitant, pour que les transports en commun ne puissent pas hausser les prix. Parce qu'actuellement, les automobilistes augmentent les prix de transport parce qu'il n'y a pas de carburant. C'est-à-dire que les carburants, le prix n'est pas seulement haussé, mais ils n'ont pas de carburant pour travailler. Et l'État est vraiment impuissant. Alors, ce qui fait que l'État aussi doit aussi faire son travail. Doit aussi faire son travail, essayer de réglementer dans chaque secteur comme il le faut. Alors, par là, par rapport au désordre, au marché pirate et autres, nous interpellons aussi le maire de la ville. Le maire de la ville de Lubumbashi, parce que cette situation, moi je pensais à mon humble avis, parce que le marché pirate existe à travers le monde. Le mot marché pirate n'est pas un mot swahili, c'est un mot français. Ce qui fait que ça existe même sous d'autres cieux. Même à l'Orient, même à l'Occident, ça existe. Même dans des pays où l'économie est vraiment avancée que notre pays, le marché pirate existe. Mais comment réglementer cela? L'État peut mettre, par exemple, une taxe à payer par rapport au marché pirate, les canaliser, comment ils peuvent vendre, et l'État peut s'occuper maintenant de ces marchés pirates, comment ils peuvent le mettre sur quelle artère. Ici, vous ne pouvez pas vous mettre, vous pouvez vous mettre là-bas, et récolter une taxe qui peut permettre à l'État, à la mairie de mettre de la propriété. C'est-à-dire qu'après, le marché pirate est à la base de l'insalubrité. L'insalubrité sur la ville de Lubumbashi. Alors l'État peut s'en charger. C'est-à-dire qu'on récolte une taxe qui sera raisonnable, parce que ces gens-là, parfois, ils se lamentent qu'ils n'ont pas assez de capital pour entrer dans les lieux de négoce, pour vendre librement, et payer les taxes, les stands. Mettre une taxe qui pourra être raisonnable par rapport à leurs gains, qui pourront payer et essayer aussi de réglementer ces marchés-là. Voir sur quelle artère ils peuvent se mettre. Vous ne pouvez pas vous mettre sur la voie publique pendant la journée. Peut-être si, après les heures de circulation, vous pouvez étaler ici, vous pouvez faire cela, vous payez une taxe. Et après leur départ, maintenant la mairie de la ville, et le bourgmestre, et les autres, avec le travail de cantonnage, ils peuvent maintenant se mettre à nettoyer la ville. Et le lendemain, la ville sera propre. Puisqu'ils perçoivent déjà la taxe pour ça. Est-ce que c'est une taxe qui est officielle? Non, selon ce que vous dites. Moi je propose qu'il y ait une taxe par rapport à ça. Parce que jusque-là, il n'y a pas de taxe. Tout à fait. La taxe qui est là, ils ont permis à ce que les hommes en uniforme, les policiers, puissent s'en servir. Parce que les policiers, je n'ai accusé personne,
perçoivent quelque chose de ces marchés Tout à pirates-là. fait. Ça, c'est ce que tout le monde s'est remarqué. Alors, le même policier qui sont à la traque de ces marchands pirates, ils perçoivent quelque chose. Ça, ce n'est pas un secret. D'ailleurs, c'est quelque chose à décourager pour toutes les autorités qui nous suivent. Si l'État, si la mairie peut s'en saisir de cet acte-là, normaliser cela et essayer de réglementer les choses. Et par rapport aussi aux conducteurs de moto, essayer un peu de réglementer. Ils ne peuvent pas être sur tous les acteurs de la ville. Ils ne peuvent pas exercer leur métier partout. Parce que le moto, à ce que nous savons, ça facilite là où il y a, par exemple, l'impraticabilité de la route. Alors, la mairie peut essayer de réglementer aussi dans ce secteur-là. Voilà, vous pouvez prendre telle artère, vous pouvez prendre telle ligne, et les autres lignes, il n'y a que des véhicules. Voilà, c'est une façon de réglementer et il y aurait aussi de l'ordre. Voilà, merci beaucoup, maman, pour cette lumière. Cependant, quand vous interrogez les autorités, vous sentez que les raisons pour lesquelles ils échouent à maîtriser les situations que nous venons d'illustrer dans cette émission, ils pensent toujours que ce n'est pas à leur niveau. C'est comme ça que c'est ce qui m'a poussé même de renchérir ceux qui pensent que l'État est devenu faible. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de regarder l'État comme un papa. On ne regarde pas l'État comme un donneur de solutions. Je ne sais pas, à votre avis, peut-être un dernier ou un mot que vous pouvez placer par rapport à ça. On pense que l'État se sent affaibli davantage. Qui est l'État, monsieur le journaliste? L'État, c'est qui? Je ne suis pas poseur de questions sur ce plateau. Je m'en excuse. Je voulais seulement que nous puissions un peu éclairer l'opinion. C'est-à-dire, l'État, c'est vous, l'État, c'est moi. Tout Congolais est l'État. Bien sûr, il y a une réglementation, il y a une législation qui régisse tous, qui nous régisse tous. Mais il y a aussi nous, le peuple congolais, nous devons aussi faciliter la tâche à l'État. Faciliter la tâche à l'État? Parce que si aujourd'hui, l'État peut se mettre, le temps dont vous êtes en train de parler, le gouvernement peut se mettre à faire la course, chasse à l'homme, par rapport à tous ceux qui sèment des désordres. Vous n'avez pas parlé d'un point ce soir ici, sur ce plateau. Il y a aussi l'insécurité qui continue à se vivre sur la ville de Lubumbashi. Tout à fait. L'insécurité continue. Tout à fait. Et vous voyez que malgré le couvre-feu qui est décrété, l'insécurité continue. L'insécurité continue. Alors, et l'État est là, c'est ça le problème. L'État, nous ne pouvons pas tout rejeter sur l'État. Ce que je disais tantôt, l'État c'est vous, l'État c'est moi. Nous devons aussi aider cet État. Parce que l'État n'a pas d'yeux si ce n'est que nos propres yeux. L'État n'a pas d'oreilles si ce ne sont que nos propres oreilles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous-mêmes, les Congolais, nous devons nous mettre dans cette peau-là des compatriotes, que nous devons d'abord aimer notre pays. Nous allons aider le gouvernement. Voilà, ça vous ne pouvez pas faire. Vous-même, de vous-même, vous dites, je ne peux pas jeter une bouteille d'eau après la consommation, une bouteille d'eau en plastique sur la voie publique. Je dois chercher là où il y a une poubelle pour jeter. Ou bien si j'ai consommé quelque chose sur la route, que ce soit un jus, que ce soit de l'eau, que ce soit un biscuit, il y a quelque chose que je dois jeter. Comme il n'y a pas de poubelle sur la voie publique, je garde ça, je vais avec ça chez moi à la maison. On peut recycler ça, on peut voir comment on peut faire avec ceci. Si chaque Congolais pouvait avoir cette conscience-là en lui, et de savoir que cet État, ce pays, cette patrie, la République démocratique du Congo nous appartient à tous. Il n'y a personne qui peut aimer le Congo que nous-mêmes les Congolais. Si chacun de nous peut se mettre dans cette peau-là, d'un compatriote, d'un citoyen congolais qui va aimer son Congo, je pense que tout va revenir en ordre. Alors nous ne pouvons pas toujours accuser l'État parce que cet État-là, aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous pouvez être nommé maire de la ville à la place où il y a le maire actuel et vous pouvez aussi vous retrouver dans les mêmes contraintes qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous diriez? C'est-à-dire que les grands problèmes, c'est le peuple congolais. Les Congolais, nous-mêmes, nous ne nous aimons pas, nous n'aimons pas notre pays. Parce que quand il y a l'insalubrité partout là, qui vient jeter, qui vient mettre les immondices sur la voie publique? Quelqu'un qui nettoie sa parcelle, il veut bien que sa parcelle soit propre, il prend les immondices, il va jeter sur la voie publique. Qui va enlever ça pour toi?
qui va mettre de l'ordre devant ta parcelle si ce n'est pas toi-même? Alors, ce que nous demandons, parce que quand nous nous rappelons aussi à l'époque de Mobutu, quand il y avait un peu de fouet derrière les gens, même quand Laurent Désiré Kabila est venu, nous avons vu que c'est pourquoi tantôt je parlais de... Les gens se redressaient. Hein? Oui, oui, je parlais d'un peu de dose de dictature pour le peuple congolais, parce que jusque-là, nous n'avons pas compris. Jusque-là, notre mentalité n'est pas encore saine. Alors, ce qui fait que s'il y a un peu de dictature, un peu de brutalité, les Congolais pourront aussi changer. Alors, ce qui fait que ceux qui doivent rendre cette ville propre, ce n'est pas seulement le maire de la ville seul. Nous aussi, nous devons le faire. Nous devons l'accompagner. Quand on émet une mesure préventive, on émet une loi, ne faites pas ceci. Vous, le conducteur de moto, ne venez pas dans le sens unique, par exemple. Ne venez pas au centre-ville. Parce que la plupart d'eux, beaucoup ne connaissent pas le code de la route. Permettez. Alors, soit les recycler, soit leur donner une conduite à suivre. Et vous aussi, quand on vous donne une conduite à suivre, on émet une loi. Essayez aussi de respecter ça, de mettre ça en application. Vous aurez aussi contribué et aidé aussi l'État. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Madame Viviane. Je rappelle que Madame Viviane Massengo est interfédérale de MCU, Mouvement de Congolais Unis. Elle est la représentante de ce parti ici en province. Madame Viviane, ici à Lubumbashi, il y a un mouvement patriotique qui est en train de décrier la mégestion dans le fonds destiné à la redevance minière dont certaines communes sont bénéficiaires. Ils regardent le montant que les communes perçoivent par rapport aux réalisations de ces communes et ils sont en train de fustiger. Voilà, le bruit court un peu de partout. Je ne sais pas, à votre avis, comment analysez-vous cette démarche de ce mouvement patriotique? En fait, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Et si aujourd'hui, ces mouvements patriotiques a dénoncé, a décrié cela, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est dit tout bas et ils ont eu le courage de le dire tout haut. Tout à fait. Nous encourageons cela. C'est une bonne démarche. Et ce que nous ne voulons pas est que cette démarche-là ne puisse pas être un acharnement politique. Qu'on ne puisse pas viser certaines têtes par rapport à cela. Qui faire tomber, qui faire partir et qui on veut qu'il se ôte de là pour que l'autre puisse s'y mettre. Que ça ne soit pas dans ce sens-là. Mais si c'est réellement dans le sens propre du mot, juste dénoncer une mégestion, parce que nous avons aussi remarqué cela. Laissez-nous un peu rappeler ce soir, rappeler les Congolais qui sont en train de nous suivre, le Louchois, Léo Katangé qui sont en train de nous suivre ce soir devant leurs écrans, que vous soyez à Kasumbalesa, que vous soyez à Kipushi, que vous soyez à Likasi, vous êtes en train de suivre cette chaîne. La redevance minière, quelque part, c'est une compensation que les sociétés minières donnent par rapport à ce qu'ils doivent faire comme pollution, par rapport au milieu où ils sont en train d'exploiter, pour que la population de ces milieux-là puisse se retrouver. Tout à fait. Qu'on puisse arranger les conditions de vie de ces peuples-là autochtones qui vivent dans ces milieux-là. Mais nous remarquons qu'actuellement, les autorités communales commencent à prendre cet argent, ça devient comme leur gain. Tout à fait. Et juste réaménager les bureaux communaux, juste faire quoi que ce soit, faire ceci et cela, alors que cet argent ne devrait pas réellement aller seulement à cela. Bien que ça devrait aussi, ça entre dans les attributions, mais ça ne devrait pas aller juste à ça. Alors, voilà. Ce que nous voulons est que le gouvernement provincial puisse prendre en compte ces revendications, parce que c'est réel et fondé, qu'on puisse maintenant faire de l'audit au sein de ces communes qui reçoivent la redevance minière, qu'ils puissent répondre, qu'ils puissent donner clairement qu'est-ce qu'ils font de ces fonds-là, où ça va et ça sert à quoi, parce que la population qui devrait être bénéficiaire ne bénéficie pas de cela. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup madame pour la lumière. La réalisation nous signale déjà que nous n'avons plus assez de temps. Mais je vous recevais ici
malgré en tant que leader d'opinion, vous êtes leader d'opinion en politique, vous vous êtes présenté aussi sous casquette d'entrepreneur, vous vous êtes présenté sous beaucoup de casquettes. Nous avons passé un bon moment ensemble. Vous avez analysé quelques questions d'actualité. Je voudrais que vous puissiez donner un message aux Congolais qui n'ont que les yeux tournés vers la politique, qui ne regardent que les décisions politiques, qui n'attendent que les décisions politiques. Est-ce que vous avez un message un peu particulier à donner à ce Congolais en général ou encore à ce Louchois qui ne regarde que la politique et qui n'espère voir mieux qu'en politique? En tout cas, une belle question. C'est-à-dire qu'il serait mieux, surtout que nous puissions parler des jeunes Congolais. Tout à fait sûr. Parce qu'actuellement, c'est la génération montante qui a ses yeux fixés que vers la politique. En fait, la politique n'est pas mauvaise. Nous sommes retrouvés aujourd'hui dans une démocratie, ce qui fait que nous avons le multipartisme qui a été prôné, vous connaissez vous-même, depuis l'époque de feu président Mobutu, que chaque Congolais est libre de créer un parti politique. Nous retrouvons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de partis politiques qui naissent du jour au jour. Nous sommes déjà dans les 600, c'est combien là? Et des partis politiques qui naissent parfois sans objectif, parfois sans idéologie, parfois sans vision. Alors, nous interpellons les Congolais, surtout les jeunes, qui peuvent aussi, parce qu'aujourd'hui, quand beaucoup de gens terminent leurs études universitaires, ils ne voient que la politique. Tout le monde pense que c'est dans la politique qu'on doit se retrouver. Ce qui fait que la plupart de ces gens-là, quand nous nous retrouvons, parce que je ne peux pas m'exclure de ça, je suis aussi politique, quand nous nous retrouvons maintenant dans la politique, à un poste politique, nous voulons maintenant nous enrichir vite. Parce que le retard et puis nous avons vu ceux qui étaient au-devant de nous, ils se sont enrichis en étant à un poste politique. Moi aussi, demain, en étant à un poste politique, il faudrait que je puisse me retrouver vite parce que le mandat va prendre fin. Peut-être on peut me déplacer de là. Alors je voulais interpeller vraiment les Congolais, les jeunes Congolais plus. Nous devons faire mieux. Il y a beaucoup de secteurs dans notre pays qui ne sont pas exploités. Actuellement, nous voyons même dans les partis politiques, quand tu prends quelqu'un, tu lui donnes le poste, le domaine de pêche, élevage, l'agriculture, il s'est dit, en tout cas, je suis le mal-aimé dans ces partis politiques. Comment on peut me mettre que moi, je sois dans ces secteurs? Il voulait être dans d'autres secteurs, là, il pouvait... Alors que, si il y a de ces pays-là qui se sont développés que de l'agriculture, il n'y a pas que les minéraux. Parce qu'aujourd'hui aussi, en dehors de la politique, les gens sont tournés vers les minéraux. Mais les minéraux peuvent s'épuiser. Mais les minéraux verts, l'agriculture ne terminera jamais. Alors j'interpelle tous mes frères congolais qui sont en train de me suivre ce soir, surtout nous les jeunes, que nous puissions voir comment nous pouvons servir notre pays autrement. Faire la politique, ce n'est pas mauvais. Mais n'ayons pas seulement l'œil tourné vers la politique, parce qu'en faisant cela d'une mauvaise manière, nous ne sommes pas aussi en train de rendre un bon service à notre patrie. Demain, la génération future nous posera la question. Vous étiez à ce niveau-là, vous étiez par-ci, par-là. Qu'est-ce que vous avez fait pour ce Congo? Nous pouvons parler aujourd'hui de Lumumba. Lumumba a marqué son temps. Nous pouvons parler de Joseph Kasavubu. Nous pouvons parler de Joseph Kabila et de Laurent Désiré Kabila. Il a marqué son temps. Mais vous là, nous, qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures? Ce qui fait que je conseillerais aux jeunes Congolais, aux jeunes Louchois, aux jeunes Okatangais, que nous puissions voir, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels nous pouvons nous retrouver. Que nous puissions travailler dans ces secteurs, c'est ce qui va aider que nous puissions développer notre pays. Voilà. Merci beaucoup pour cette lumière. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, 00243. Vous, tous ceux qui étaient en train de nous regarder dans les 7 communes qui composent la ville de Lubumbashi, peut-être même en dehors de Lubumbashi, vous étiez à Kipushi en train de nous regarder, nous vous disons merci. Et c'était vraiment un plaisir de recevoir ici sur le plateau Madame Viviane
Masengo. Elle est interfédérale du mouvement de Congolais Unis, parti cher à Jean-Paul Chivula. Et nous disons merci beaucoup, madame, pour votre disponibilité, pour avoir été sur notre plateau. C'est plus moi qui vous remercie. Voilà, nous fixons le rendez-vous très très prochainement. Ça sera avec la même détermination, mais cette fois-là avec un autre invité, avec d'autres questions d'actualité. Merci à vous tous. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya